Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, on n'a pas l'habitude de se retrouver le vendredi matin, mais vu les changements de calendrier dus à la fête de Pessah, on a le plaisir de parler ensemble et il est nécessaire de parler ensemble avec un économiste ce matin, après en particulier les décisions prises hier soir par le gouvernement qui devraient être confirmées samedi soir prochain par le Premier ministre. Le Premier ministre a apparemment tranché, comme je le disais dans le journal d'information tout à l'heure, pour une solution médiane entre celle du ministère israélien de la Santé, qui est, on va dire, adopte une position, on va dire, à outrance, plus radicale, visant à maintenir le confinement le plus total, le plus longtemps possible, et la position du ministère des Finances, qui veut relancer le marché économique afin d'éviter, on va dire, l'asphyxie de l'économie israélienne. Alors, est-ce que vous pensez que les mesures qui ont été annoncées, en tout cas, qui n'ont pas été confirmées, mais qui ont été annoncées, c'est-à-dire la réouverture du marché par secteur, peu à peu, prudemment, sont des mesures nécessaires qui peuvent effectivement permettre une relance du marché économique de manière générale ? Oui. D'abord, ce que j'ai compris, la façon en tout cas dont ça a été présenté hier soir, c'était que la position du ministère de la Défense, c'est-à-dire Bennett, qui était pour une rouverture complète de l'économie, a été, adoptée, pas celle du ministère des Finances, mais ils ont parlé de celle du ministère des Finances, qui est encore, de la Défense, qui est encore plus large que celle du ministère de Défense. Maintenant, vous avez raison de dire que c'est très nébuleux et que c'est quelque chose dont on aura la confirmation que la fin de Shabbat, que là-bas, on va nous dire exactement quelles sont les conditions et qui va pouvoir reprendre. En particulier, est-ce que mercredi prochain, je serai à côté de vous de nouveau au studio, c'est la question la plus importante, je pense, pour nos éditeurs, mais on ne sait pas encore, ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas encore pratiquement comment ça va se passer. Comme vous venez de le dire. D'accord ? Oui, effectivement. Et donc, c'est pour ça que c'est très difficile de répondre à votre question quand vous dites est-ce que la stratégie de la sortie du confinement, dont il a été annoncé hier soir, permettra de réparer les dommages dont on parlera sûrement pendant notre quart d'heure là. C'est la question la plus importante et on n'a pas encore la réponse vu que c'était que les premières... Et surtout vu que pour l'instant, il faudra tout de même tenir compte des restrictions du ministère de la Santé et il faudra, ceux qui vont reprendre le travail, devront le reprendre dans des conditions, on va dire, assez restrictives, pas comme c'était avant la crise, mais en tenant compte, bien entendu, de toutes ces mesures, ce qui risque d'une certaine manière aussi de ralentir, on va dire, la productivité du marché israélien. Tout à fait. Je vous donne même un exemple dont on a beaucoup parlé, je pense, des métiers de service, comme des coiffeurs ou autres, ou même dentistes que je connais, qu'ils seront obligés d'avoir un contact direct avec la personne, n'est-ce pas, très près. Est-ce que les combinaisons et les choses qu'on leur demandera ne rendra pas le coût de la reprise plus lourde que le coût d'être arrêté ? Parce que c'est très très cher ces combinaisons et ces masques, vous avez sûrement pas entendu parler de ça, et donc c'est lourd, c'est bureaucratique, c'est-à-dire c'est une très très grande procédure aussi, pas bureaucratique mais technique, et de temps et de ça, et c'est ça qu'on ne sait pas. Vous posez, je ne sais pas répondre, oui. Alors, on va essayer par contre de se focaliser sur ce qui a été déjà décidé, mais qui on ne sait pas si ça a été concrétisé, décidé mais pas concrétisé. Ce sont les mesures d'allocation qui ont été annoncées déjà depuis le début de la crise. Il faut bien l'avouer. Je pense que on peut dire depuis au moins un mois que Benjamin Netanyahu a annoncé ces fameuses mesures visant à permettre à ceux qui ont été mis en congé sans solde, c'est-à-dire plus d'1 million d'Israéliens, de recevoir une allocation chômage très rapidement, une indemnité pour les indépendants. Alors la question que je vous pose aujourd'hui, on est le 17 avril, est-ce que effectivement, concrètement, ces indépendants, ces nouveaux chômeurs, on peut dire, ont reçu les indemnités qui ont été promises depuis longtemps par le gouvernement ? Oui. D'abord, vous vous rappelez que juste avant Pessah, nous avions fait ensemble une chronique où j'avais dit à l'époque que pour l'instant, rien n'avait été versé. Quelques heures après notre émission, les impôts ont annoncé que... ils écoutent notre émission, en fait. Alors. Oui, c'est pas seulement nous, c'est aussi beaucoup d'indépendants et autres qui commençaient à réclamer et à dire que la bureaucratie est lente. Maintenant, je voudrais, et c'est très très important, dire qu'est-ce qui a été fait pour que si des gens n'ont pas reçu ce qui a été fait,
Et alors, il faudrait qu'ils voient pourquoi. Et c'est différent de ce qui est annoncé. Alors, pour les particuliers, vous savez, il y a l'histoire des 500 shekels par enfant jusqu'à 18 ans, jusqu'à 4 enfants, n'est-ce pas? Oui. Cette mesure a été versée, ça je le sais, j'ai eu des preuves aux gens qui étaient dans les critères, qui reçoivent généralement de l'allocation familiale. Oui. Ça doit concerner aussi, on avait parlé de ce qu'on appelle les gens âgés, et aussi ils ont élargi ça aux gens handicapés. Okay. Pour les gens handicapés, je ne sais pas si ça a été déjà versé, parce que c'est venu beaucoup plus tard. Pour les deux premières choses, oui. Et normalement, ça a été versé pendant la mois de Pessah, donc c'est cette allocation dont on vient de parler. Concernant les Atzmaïm, les indépendants, il faut faire une différence entre la première mesure et les mesures dont au milieu de la fête, de plusieurs jours même de la fête, vous avez peut-être entendu, il y a eu des manifestations, il y a eu des hauts cris des indépendants que tout ce qui avait été donné jusqu'à maintenant ne concernait que la moitié des indépendants qui auraient pu être indemnisés, de 300 000 personnes, on parlait, et ils ont donné le critère pour doubler le nombre de personnes. Cette chose-là, c'est-à-dire la première chose concernant les premiers aides aux indépendants qu'ils avaient données, normalement, ça doit être passé. À mon avis, en général, c'est de l'ordre de 2 3 000 shekels. C'est cette aide de 6 000 shekels maximum dont on parlait? Voilà. Mais, encore une fois... C'est bien 6 000 shekels maximum. C'est pas une somme arbitraire de 6 000 shekels. Hein. Voilà. Au maximum. Deuxième, d'après ce que j'ai vu dans les journaux et de ce qui a été dit, c'est plutôt, pour l'instant, de 2 3 000 shekels que la plupart des indépendants ont reçu. C'est bien sûr une goutte d'eau par rapport aux pertes massives que tous ces gens-là ont perdu pendant près d'un mois d'inactivité totale. 60% de tous les Asakim, qu'on appelle les entreprises, zéro de recettes. Vous voyez des magasins, des choses, zéro. Je parle de ce qui n'a pas été ouvert. Vous voyez, donc ça a été une goutte. Une chose aussi qui est très importante et qui, oui, passé, j'en avais parlé, c'est ce qu'on appelle la Arnona, les impôts locaux, surtout ils sont très très lourds, surtout pour les gens qui sont des indépendants et les petites entreprises. Ça aussi, ça a été passé. Si quelqu'un qui loue à une entreprise ou à un particulier et qui a dû payer cette Arnona ici, je parle pour les entreprises. Alors ça, non. Ça a été passé pour 3 mois total. Il y a total, quoi qu'il en soit, pour l'instant, quels que soient les critères. Je voudrais revenir d'ailleurs sur le Mahanak. Premièrement, même les 2 3 000 shekels qui ont été versés, les indépendants doivent savoir qu'il sera obligatoire, il sera chayav de ce qu'on appelle la TVA. Il ne devra passer de TVA et qu'il sera considéré comme un revenu normal. C'est 2 3 000 shekels et les indépendants devront ça veut dire un revenu normal imposable? Imposable, tout à fait. Voilà. Sauf, ils ont dit que le versement social ne sera pas là-dessus. Mais attendez, parce que je veux pas qu'on embrouille nos auditeurs. On a parlé de 6 000 shekels on a même parlé de 2 versements. Un premier versement de 6 000 shekels. Il a été question d'un second versement de 8 000 shekels. Le premier devait être pour le mois de mars, le second pour le mois d'avril. On est en milieu du mois d'avril. C'est-à-dire, d'abord, qui reçoit? Est-ce que là, vous nous parlez de 2 000 shekels? Comme si on a le sentiment que la plupart des indépendants reçoivent autour de 2 000 shekels. Qui peut recevoir 6 000 shekels, par exemple, ou autour de 6 000 shekels? Vraiment, ça dépend de la perte. Ça a été une calcul qui a été faite par rapport à la perte qu'ils ont eue par rapport à l'année dernière au même moment. Quand ça a été fait, il faut qu'ils aient démontré que vraiment que les impôts... Ça veut dire il y a tout de même, pour résumer, il y a tout de même, Daniel, beaucoup de bureaucratie là-dedans. Il faut que chaque indépendant remplisse des papiers, fournisse des données sur son rendement, son chiffre d'affaires de l'année dernière par rapport à son chiffre d'affaires de cette année. C'est extrêmement fastidieux et on peut imaginer qu'un indépendant qui est dans une situation, on va dire, à la fois même, on va dire, psychologique extrêmement déprimante, a peut-être autre chose à faire que de remplir tous ces papiers. Oui, je ne vous fais pas dire. Je voudrais dire une dernière chose par rapport à ça. Il y a eu une augmentation massive de demandes de ce qu'on appelle bitoire kosher, i-kosher avoda. Vous savez, les indépendants, souvent, disent, si on a été, parce qu'il y a une maladie, il peut y avoir des gens qui ont été obligés d'être isolés. Et donc, ils ont dit, ou qui ont été malades à cause de ça ou autre. Donc, ils se sont dit, on va essayer de voir si les assurances
vont pas, dans ces cas-là, nous aider. Et la réponse a été la plupart du temps négative. Dans les journaux, c'est marqué. Pourquoi? Parce on en avait parlé d'ailleurs une fois, ils ont assoupli les règles de paiement, mais il y a toujours la règle des 90 jours en général, que vous devez avoir les 3 premiers mois, dans la plupart des assurances, à votre charge à vous. Or, ça n'a pas duré 3 mois depuis le début de la crise. Donc, pour l'instant, d'après ce qu'ils disent, les 8000 personnes qui ont fait ça, qui ont fait ces demandes aux assurances, recevront par la négative. À moins que leur contrat soit différent, mais la plupart du temps, ils ne pourront pas jouir de cette assurance. Bon, on comprend, pour résumer, que les mesures, on va dire, annoncées à l'état brut par Binyamin Netanyahou lors de ses différentes interventions à la télé, quand on arrive concrètement dans le compte en banque des contribuables israéliens, eh bien, le résultat n'est pas tout à fait brillant, on va dire, et pas particulièrement encourageant. Tout à fait. Ça a d'ailleurs été dit par celui qu'on pense peut-être être bientôt le ministère des Finances, Nir Barkat, a dit cette semaine ce que vous venez de dire. Il a dit au ministère des Finances, comment on appelle ça, les employés du ministère des Finances qui ont décidé, vous avez très mal agi, vous avez regardé comment ne pas dépenser trop, ce n'était pas ça, c'était une crise majeure, il fallait faire autrement. C'est lui qui l'a dit et pas moi. Alors, on va essayer maintenant de voir un peu les répercussions de cette vie sous confinement dans la réalité israélienne de ce dernier mois, de ces dernières semaines. Enfin, tout celui qui a été confiné, c'est-à-dire l'ensemble des Israéliens, l'a remarqué. Bien entendu, les dépenses sont moindres lorsque l'on est à la maison que lorsque l'on est dans une activité normale. On ne va pas au cinéma, on ne va pas au restaurant, on fait moins de dépenses, on dépense uniquement pour manger. Bon, effectivement, il y a eu les fêtes de Pessah. Est-ce que, d'une certaine manière, le manque à gagner de nombreux Israéliens, de millions d'Israéliens qui n'ont plus de rentrée, eh bien, est compensé en partie par le fait que, eh bien, finalement, les dépenses sont réduites dans les marchés familiaux, comme ça, dans les secteurs, dans les familles? On va répondre comme ça, la chose suivante, en 2 parties, votre question. D'abord, la consommation au mois de mars a été, point de vue de la nourriture, un sommet historique, un record historique. 4,4 milliards de shekels. Je parle de consommation, de manger, d'accord? Oui. C'est dû au fait, d'abord, bien sûr, Pessah était début avril, alors que l'année dernière, par exemple, c'était fin avril, et ça a été 1 milliard de plus que l'année dernière, point de vue du manger, mais c'est aussi parce qu'il y a 500 000 Israéliens qui sont en plus que d'habitude là. Mais quand même, c'est très, très important. Si on ajoute en plus ce qu'on appelle le truc général, les produits généraux de consommation, par exemple, parce qu'il y a le papier toilette et compagnie, les savons et des choses comme ça, on a encore 1 milliard de shekels, en tout de 5 à 6 milliards de shekels. Et les grands bénéficiaires des entreprises qui ont énormément augmenté leur chiffre d'affaires de façon historique sont Nouva, Strauss et Osem. Voici la conclusion d'Economist sur ce mois-là. Comment les Israéliens ont financé cette augmentation de consommation, en tout cas des prix de la nourriture, alors qu'ils avaient, comme on venait de dire dans la première partie de notre émission, beaucoup moins d'argent et du stress. La première chose qu'ils ont fait ça, ils ont reporté les prêts, notamment les mashkantaot, les prêts hypothécaires sur les appartements. 100 000 prêts ont été retardés de 3 mois. Après ça, tous les autres prêts, surtout les prêts de consommation et les prêts bancaires, encore 160 000 prêts. C'est-à-dire en tout, 360 000 prêts ont été retardés de plusieurs mois. Ce que je veux dire ici à nos auditeurs, c'est que ça a un coût. C'est vrai, il n'y a pas eu les ajouts habituels qu'on demande lorsqu'on reporte un prêt, ça n'a pas été fait. Par contre, les gens doivent savoir, notamment concernant les mashkantaot, premièrement, que les taux ont augmenté, et deuxièmement, que la partie qui n'ont pas payé maintenant, ils vont devoir payer plus chaque mois. Ils n'avaient pas d'autre solution, mais il faut savoir qu'il y aura un coût pour les emprunteurs de ce qu'ils ont fait pendant ce mois-là. Une deuxième chose, qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Vous savez ce qu'on appelle les kranot ishtalmut, c'est-à-dire l'épargne à moyen terme, dont ils avaient la possibilité de tirer. Ils se sont dit, au lieu de faire des emprunts et d'être en minus, nous allons prendre le liquide de cette épargne à moyen terme, voire même un petit peu de notre retraite. C'est très grave pour le futur. Ils n'avaient pas le choix, mais c'est très grave pour le futur. Je tiens à le dire, que je comprends que les Israéliens ont fait ça pour ce qui s'est passé au niveau de la Banque d'Israël, qui est intolérable.
Au début, la Banque d'Israël, Chadva Bar, qui est la chef sur le contrôle des banques, a dit que vu la situation, il demandait aux banques d'être plus gentilles et surtout de ne pas faire des problèmes lorsqu'il y a des impayés. Elle a vu qu'il y avait une augmentation de 25% de chèques impayés. Elle a donc dit que, vu cette augmentation-là, elle change son attitude. Et elle dit aux gens qui ont fait ça qu'ils vont, oui, être probablement voir des sanctions, notamment pour plus tard, pour ne pas avoir des prêts ou voir leur compte limité. Et deuxièmement, pour aussi appeler ce qu'on appelle le crédit scoring, qu'on en a parlé souvent, d'être noté par la banque et que ça sera pris en conséquence. Je pense que c'est très grave d'avoir changé au milieu le système du jeu, parce que les gens ont fait ça au début, ils se sont dit, vu la situation et vu ce que la Banque d'Israël, on agit comme ça, et maintenant, ils se trouvent dans une situation très très grave, et je ne sais pas pourquoi ça. Je comprends qu'elle ait fait ça pour la stabilité des banques et pour empêcher les abus, mais c'est un très grand problème par rapport aux contribuables et à nos consommateurs israéliens. Alors, un mot sur l'inflation. Quel a été le taux d'inflation de ce mois, du mois de mars? Voilà. L'Institut statistique s'est trouvé devant une situation qui n'est jamais arrivée comme ça, qu'elle n'avait qu'une semaine pour savoir comment calculer. Et elle a demandé à l'ONU comment faire, c'est-à-dire aux entreprises de statistiques internationales. Ils ont dit, fais sur ce que tu as une semaine. Or, elle a dit que l'inflation était 0,4% sur la première semaine. Mais vous avez vu, quand vous l'avez dit au premier partie de l'émission, lorsqu'il n'y a pas eu de vente de vêtements, qu'il n'y a pas eu pendant la plupart du mois de mars, pas vente de la plupart des choses, si ce n'est du manger, comment pouvoir donner un chiffre sur une semaine qui ne représente pas ce qui s'est passé du tout au mois de mars, puisqu'en plus vous avez sûrement appris que le pétrole est maintenant au-dessous de $20 alors qu'il était à $40. Ça n'a pas été pris en cause. Et quelle est la conséquence pour nous? La conséquence pour des gens qui ont pris des prêts, qui sont ce qu'on appelle smoothing, qui sont indexés à l'inflation, ils vont se retrouver à payer maintenant 0,4% en plus. Et je pense que ça aurait dû être... C'est un calcul faux. Oui, que c'est problématique. Aux États-Unis, l'inflation a été négative ce mois-là. Donc, c'est pas possible qu'il y ait eu ça, qu'il y ait eu cette calcul. Alors, il nous reste pas plus de 2 minutes. Daniel, moins de 2 minutes. Vous vouliez nous parler d'un cas spécifique qui se rapporte à votre action, vous, au sein de Qualitime, et qui est lié à une Ola Hadasha de France qui a été dédommagée par une banque israélienne, n'est-ce pas? Oui. D'abord, premièrement, je voudrais dire que le service de Qualitime, qui est dirigé par Sarah Simcha Ben-Kemoun, et avec l'aide aussi de Arila Ouayon et de Ayala Bloom, ont travaillé pendant Pessah, pendant la moitié de Pessah. C'est bien de le souligner, effectivement. Et ont eu des cas très difficiles, dont certains m'ont été adressés, des cas, je vous dis, économiques, de vie ou de mort. Et c'est très important de le souligner. Une deuxième chose, vous me permettez de le dire, il y a quelques semaines, dans une chronique, j'avais parlé d'un cas d'une Ola. Très rapidement, Daniel, parce que nous devons rendre l'antenne dans moins d'une minute. Je dis une phrase d'une Ola de France qui avait été par la banque, que la banque avait sur son compte opéré des échanges d'euros en shekels sans sa permission. Et elle a été indemnisée grâce à l'intervention de Qualitime qui m'a demandé d'intervenir. Elle a été de plusieurs centaines de shekels du dégât qui avait été fait là-dessus. Et j'ai la lettre officielle de la banque qui dit qu'ils ont décidé de la dédommager pour ça. C'est très important pour dire, je pense que pour féliciter l'action de Qualitime et pour dire surtout aux Olim de ne pas hésiter de faire appel à Qualitime, puisqu'il y a souvent des cas où on arrive à faire des choses, et surtout dans des cas très difficiles. Eh bien, voilà. Eh bien, c'était important de le souligner, de donner un coup de pouce et d'abord aussi de remercier tous ceux des employés de Qualita, comme effectivement Ayala Bloom, Sarah Simcha Ben-Kemoun, tous les employés qui ont travaillé, qui ont continué à travailler pendant la fête de Pessah pour essayer d'apporter des solutions aux Olim Hadashim dans la difficulté. Merci beaucoup, docteur Daniel Guggenheim, d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, normalement mercredi, peut-être effectivement, donc ici dans ce studio, si les mesures nous le permettent. C'est la fin de cette revue, c'est la fin de cette intervention. Dans quelques secondes, la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Qualité.